parti. On y va ? Monsieur le délégué général de la République populaire démocratique de Corée, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le groupe d'études et de contacts France République populaire démocratique de Corée, que j'ai l'honneur de présider, est très heureux de vous accueillir au Sénat pour ce qui constitue la première audition publique retransmise en direct d'un représentant de la République populaire démocratique de Corée en France. Je rappelle que la France n'a pas, à ce jour, de relations diplomatiques avec votre État, et c'est la raison pour laquelle notre groupe au Sénat est un groupe d'études et de contacts, et non un groupe d'amitié. C'est justement l'objet du groupe que d'établir des contacts, et c'est tout l'intérêt de la diplomatie parlementaire que de pouvoir avoir des contacts officiels et directs en marge de la diplomatie gouvernementale, et évidemment, nous ne saurions nous y substituer. J'ai souhaité avec mes collègues organiser ce moment d'échange afin qu'un certain nombre de thèmes puissent être abordés sans a priori de notre part. Et pour juger pleinement et agir en connaissance de cause, il faut d'abord apprendre à se connaître. C'est dans cette idée que nous avions formulé dès le mois de janvier dernier le principe d'une audition publique, c'est-à-dire si elle s'inscrit dans un contexte nouveau par rapport à celui que nous connaissions lorsque nous l'avions formulé. En effet, il y a encore une année, qui eût cru qu'une évolution aussi importante de la position de la République de Corée du Nord dans le domaine international se ferait jour aussi rapidement. Après un regain de tension en 2017, les relations de la Corée du Nord avec ses voisins, comme avec les États-Unis, ont notablement évolué, qu'il s'agisse de la participation de votre pays aux Jeux olympiques d'hiver, de la déclaration conjointe de Panmunjom en avril 2018, avec le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, et évidemment de la rencontre entre le président des États-Unis, Donald Trump, et le président du comité des affaires d'État, Kim Jong-un. C'est pour que vous puissiez évoquer cette évolution que nous vous avons invité à venir aujourd'hui devant nous. L'audition devra se terminer impérativement à 15 heures. Après une présentation de votre part, nous avions évalué à 8 minutes. Nous pourrons ensuite, durant laquelle vous pourrez nous faire part de la vision de votre pays, nous viendrons sur 3 modules de questions dont je vous avais parlé avant cette audition et que nous aborderons ensuite. Je vous prie, la parole est à vous. Je vous remercie, monsieur le délégué. Merci, monsieur le président. Chères sénatrices et sénateurs, je vous remercie pour la réunion d'aujourd'hui qui est très importante pour nous d'écouter conformément à la conjoncture actuelle où nous allons vers la paix et la prospérité et vers la réunification de la patrie. Je voudrais tout d'abord exprimer mes gratitudes au groupe d'études de RPDC et de la dernière législature, y compris à chers sénateurs et Frassa. Et je ne manquerai pas de rendre hommage honorable sénateur et africain qui a voulu accorder tous ses efforts pour l'amélioration des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et je pense que la réunion d'aujourd'hui porte une importance, comme je vous ai déjà évoqué, et dans la conjoncture actuelle. Ceci explique que la péninsule coréenne va vers la paix et réconciliation et la réunification. Et je voudrais vous exprimer notre espoir et pour que les institutions
parlementaires et travaillent et conformément à cette situation importante. Vous avez déjà suivi l'évolution de l'événement actuel de la péninsule coréenne, mais je ne voudrais pas vous expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ce qui est sûr, c'est que la péninsule coréenne est dans la bonne voie de la paix durable et pour la réconciliation Nord-Sud. Je voudrais profiter de l'occasion à vous présenter quelques signes importants où se trouve la péninsule coréenne. La première chose, c'est qu'il y a la coopération bilatérale et multilatérale et pour la paix et la prospérité. C'est d'abord le sommet Nord-Sud qui a eu lieu le 27 avril à Lucie. Les deux dirigeants ont proclamé la déclaration de Panmunjom. Cette année, le camarade Kim Jong-un, président de la Commission d'État de la République populaire démocratique de Corée, a pris l'initiative de réconcilier entre le Nord et le Sud. Il a dit dans son message de Nouvel An que personne ne peut pas toucher la souveraineté et l'intérêt de notre peuple à l'issue de notre détention des armes atomiques en tant que dissuasion. Donc il est temps, il a dit, il est temps d'aller coopérer avec le Sud pour la réconciliation et pour atténuer la tension aiguë entre le Nord et le Sud pour aller vers la paix. Avec ces propositions, vous avez suivi tous les événements que nous avons envoyés, des troupes sportives, artistiques, et nous avons envoyé une délégation à haut niveau à Pyeongchang, au cours duquel il y a eu des contacts entre les autorités nord et le sud pour réaliser ces idées. Et surtout, le sommet nord-sud et la déclaration de Panmunjom constituent un événement historique pour le nord et le sud et pour la solution des questions de la paix dans la région. La déclaration de Panmunjom reflète les intérêts des dirigeants qui voulaient mettre un terme à la confrontation, à la division, qui sont le résultat de la guerre froide. Et puis, ça reflète également d'ouvrir une époque nouvelle vers la réconciliation nationale et vers la prospérité et pacifique. Et dans la déclaration de Panmunjom, les deux parties se sont convenus à réaliser l'amélioration tournante et globale des relations nord-sud et atténuer la tension aiguë militaire nord-sud et dissiper le danger de guerre et à installer le système de paix durable et consolide. Et pour le système de paix, le Nord et le Sud se sont convenus à réaffirmer les accords signés avant entre le Nord et le Sud et les appliquer à la lettre. Et d'autre part, dissiper les tensions de guerre militaire et conformément
l'installation de la confiance militaire, les deux parties s'attachent à réaliser le désarmement étape par étape. Et les deux parties se sont convenus également de mettre un terme à la guerre et de transformer l'accord d'armistice par un accord de paix à l'occasion de cette année qui célèbre la 65e année de la signature de l'accord d'armistice et pour lesquels il est prévu les pourparlers tripartites entre la République populaire démocratique de Corée, la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique. Et d'autre part, les 4 parties et entre les 3 parties et la Chine. Actuellement, il y a des pourparlers de toutes sortes. On a eu déjà des reprises des pourparlers au niveau ministériel. Il y avait une prise de dialogue au niveau du général de l'armée. Mais ce sont les pourparlers pour mettre en application les points importants convenus et inscrits dans la déclaration de Panmunjom. Et je voudrais vous parler également. L'avenir est très radieux et très clair pour nous. La volonté et la détermination pour sauvegarder la paix, pour améliorer des relations nord-sud et pour installer le système de paix de notre dirigeant est très ferme. Alors, il pratique ses activités diplomatiques multilatérales, bilatérales et multilatérales. Et tous ces événements que vous avez déjà constatés, des reprises de sommets nord-sud, des reprises de sommets la RPDC et la Chine, et la rencontre de 2 reprises de M. Michael Pompeo, de secrétaire d'État américain, et la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et puis, l'important événement, c'était le sommet RPDC et les États-Unis d'Amérique du 12 juin à Singapour. Il est sûr que nous sommes dans une situation de l'évolution. Donc, je voudrais faire appel à vous, chers sénatrices et sénateurs, de travailler conjointement pour encourager ce processus de paix et en même temps pour améliorer des relations entre la RPDC et la France dans tous les domaines, mais de façon pragmatique, avec beaucoup plus d'intelligence qu'auparavant. Je compte beaucoup sur votre rôle, chers sénatrices et sénateurs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le délégué, pour ces propos introductifs. Vous l'imaginez bien que nous sommes tous enclins, justement, à encourager cette dynamique de paix et que nous sommes bien évidemment réjouis de tout ce qui s'est passé lors de ces dernières semaines. Et justement, c'était un peu l'intérêt. Initialement, nous avions anticipé de faire cette rencontre, normalement, le 12 juin. Il s'est avéré qu'on allait reporter ça pour justement prendre en compte ce sommet de la semaine dernière, qui a été accueilli avec optimisme par la communauté internationale. On s'est tous évidemment réjouis de cette tonalité positive, mais la question que beaucoup se posent a trait à la dénucléarisation. Et pour reprendre les propos de votre président, il faut éviter, a-t-il dit,
de répéter l'histoire malheureuse des promesses non tenues. C'est donc ma première interrogation porte sur des thèmes qui ont une importance majeure en diplomatie, qui étaient dans le communiqué conjoint du 12 juin. Tout d'abord, la RPDC a évoqué la politique hostile, je dis bien la politique hostile des États-Unis, y compris le 9 mai dernier, pour tenter de justifier de son programme nucléaire. Quel sens faut-il donner à cette notion de politique hostile des États-Unis? Ensuite, dans la déclaration, comment doit être compris l'engagement de dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, puisqu'il semble que les engagements de la République de Corée prévus par la déclaration intercoréenne de 1992 ont été tenus par la République de Corée. Ensuite, il y a la question du contrôle de la dénucléarisation. Quel est le processus, le mécanisme de vérification prévu dans le cadre du processus de dénucléarisation qui doit s'engager? Est-ce que, par exemple, vous comptez établir une liste exhaustive des installations nucléaires du pays, comme votre pays s'y était engagé en 2007? Est-ce que vous pensez permettre un accès fréquent des inspecteurs internationaux à ces mêmes sites? On évoque en particulier la province du Chagang. Ensuite, dans sa conférence de presse conjointe à Singapour, le président Trump a mentionné que le processus de dénucléarisation commençait immédiatement. Or, il n'y a, à ma connaissance, pas de calendrier précis qui est mentionné dans la déclaration conjointe. Quelles sont donc les prochaines étapes et selon quel échéancier? Enfin, ma deuxième série de questions porte sur l'intégration de la RPDC dans la communauté internationale. Votre État a annoncé en avril qu'il suspendait ses essais nucléaires et balistiques longue portée et qu'il détruisait son site d'essais nucléaires de Pondicherry. Envisage-t-il de signer puis de ratifier le traité d'interdiction complète des essais nucléaires? Et pour finir, ma dernière question portera à la France, qui dispose d'une expertise technique forte en matière de démantèlement nucléaire. Quel rôle pourrait jouer la France afin d'assister votre pays dans ce démantèlement de ces installations nucléaires? Je vous remercie. Bon, je vais vous donner quelques informations sur les hostilités des États-Unis contre la RPDC. Ce sont les origines que mon pays a abouti à détenir l'arme nucléaire comme une dissuasion, comme la France avait fait avant nous. Et après la libération et depuis la proclamation de la République populaire démocratique de Corée, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais reconnu la souveraineté de notre République. Cette politique d'hostilité continue à s'exprimer sur tous les plans politiques, militaires et économiques. Ces hostilités accentuent d'année en année avec l'évolution de la situation internationale. Au temps de guerre froide, c'était toujours à cause de tensions entre les blocs Est et Ouest. Et après la dissolution de ce système socialiste dans le monde, les États-Unis attendaient toujours que la Corée soit dissolue par manière soit pacifique, soit par activité militaire.
Et ceci montre que tous les ans, les États-Unis, ils ont des dizaines d'exercices de grande envergure contre la RPDC. Il faut savoir pourquoi nous mettons en question de ces exercices militaires. Les États-Unis d'Amérique ont des plans, des opérations militaires de toutes sortes. Premièrement, c'est la prise de Pyongyang. L'attaque sélectionnée est préalable à des sites stratégiques. Et c'est allé jusqu'à la décapitation du sommet de mon pays, pour lesquels ils ont mobilisé toutes sortes de leurs armes stratégiques, les porte-avions, les bombardiers stratégiques, les sous-marins atomiques, avec toutes les armes stratégiques. Et d'autre part, ils ont pratiqué de leur politique d'hostilité sur le plan politique. Ils n'ont jamais partagé les valeurs de notre République, de notre peuple. Ils ont hostilisé, mais on peut aussi parler des questions des droits de l'homme qui sont beaucoup plus exagérées, qui n'est pas en réalité actuelle. Il y a aussi les sanctions économiques. Je ne parle pas des sanctions des Nations Unies. Depuis la fondation de la République, les États-Unis ont continué à sanctionner, à bloquer, à déranger le développement de la RPDC, comme dans une condition normale. Et surtout, ces dernières années, et avec, je vais aussi parler quelques mots sur le processus de dénucléarisation des années passées. Et en 1994, il y a eu des négociations avec nous et les États-Unis d'Amérique. On est parvenu à conclure un accord de cadre entre la RPDC et les États-Unis d'Amérique. Et ce sont l'essentiel, c'est que la dénucléarisation à cette époque-là. Donc, à condition que nous mettons à l'inspection de nos installations nucléaires, à l'inspection de l'AIEA, donc les États-Unis ont dû nous fournir une centrale électrique à eau légère. Donc, avec l'accession au pouvoir de l'ancien président Bush en 2002, les États-Unis ont pointé la Corée comme un axe des mal et un sujet à attaquer préalablement leur attaque nucléaire. Donc, ils ont suspendu leurs engagements qui ont été convenus dans le cadre principal entre la RPDC et les États-Unis. Donc, nous nous sommes orientés à déclarer, à faire des armes atomiques. Donc, et après, les États-Unis nous ont demandé l'autre série de dialogue pour la dénucléarisation. Donc, nous avons accepté et nous avons dialogué. Il y a des reprises de dialogue de grande période. Le deuxième dialogue a été conclu par l'adoption de la déclaration 19 septembre 2005. Et vous avez parlé aussi de l'engagement de ces textes par notre côté. Mais le monde parle que les événements actuels ont été dus par les non-engagements. Mais ce n'est pas seulement de notre côté. Il faut aussi parler du côté de l'autre partenaire. Comme je vous ai dit, les États-Unis n'ont pas fourni de centrale atomique à eau légère. Ils ont suspendu leurs engagements. On parle aussi de la suspension de déclaration
19 septembre 2005. Mais nous avons fait tous nos efforts, nous avons accompli par action notre engagement. Le principe de déclaration 19 septembre était dans le cadre de respecter la souveraineté et dans l'égalité. On fait du dialogue et on passe à l'action. Ces principes n'ont pas été appliqués, respectés. Et d'autre part, il y a aussi des questions techniques. C'est par exemple la fourniture matérielle qui peut être récompensée l'électricité. Alors ceci n'a pas été respecté. Et surtout, avec l'évolution du bloc, avec la fin de guerre froide, les États-Unis se sont orientés, au lieu de dialoguer, à faire la pression contre nous. Ils attendaient que la RPDC pourrait être démolie bientôt. Toutes leurs stratégies politiques et militaires ont été concentrées dans ce sens. C'était le problème. Donc, et compte tenu de l'aggravation de la situation, nous avons fait le choix d'aller à l'armement nucléaire. Et au mois de mars de 2013, nous avons proclamé officiellement notre politique de Pyongyang, développer simultanément l'économie et les forces atomiques. Et après 5 ans, nous avons réalisé jusqu'à la fin de l'année passée. Et au mois de novembre, nous avons proclamé que nous avons réussi à l'armement nucléaire de l'État. Donc cette année, on s'est orienté vers la paix avec notre position stratégique importante nouvelle. Mais actuellement, personne ne peut pas nous attaquer. Donc nous pouvons garantir la paix dans la péninsule coréenne avec notre moyen militaire. Enfin, les questions étaient un peu précises sur justement, parce que là on a refait l'histoire, ce qui est toujours intéressant, mais les questions ont vraiment été précises sur le calendrier, sur l'ouverture. Vous n'avez pas répondu à ces questions. Non, je continue. Ah, c'est gentil. Merci. Et surtout, oui, si on pouvait par contre après finir même, pour pouvoir donner à mes collègues la possibilité de vous poser leurs questions aussi, s'il vous plaît. Bon, je continue à vous répondre. Oui, s'il vous plaît, sur les questions, si vous voulez que je les reformule, elles étaient assez précises sur le calendrier, sur... Bon, la question de dénucléarisation était un sujet au sommet Nord-Sud et au sommet de RPDC et États-Unis. Le Nord et le Sud se sont convenus dans la déclaration de Panmunjom. On va mettre un terme à la guerre, on va installer le système dur et solide pacifique, on va aller à la dénucléarisation complète. Donc, ce sont les sujets importants que le Nord et le Sud se sont convenus et à appliquer à la lettre. La dénucléarisation, ce sont les aveux, les instructions de notre dirigeant précédent, le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il. Nous allons faire. Et le camarade Kim Jong-un, il est déterminé à le réaliser. Mais la question, c'est la modalité. Et tout le monde s'intéresse. Le sommet Nord-Sud à Singapour a fait échanger très suffisamment ses manières et ses modalités, et pour lesquelles on attend
des nouvelles rencontres de haut niveau entre les deux pays. On va continuer. Ce qui est important à la discussion de sommet RPDC et les États-Unis, que les deux dirigeants ont bien compris la nécessité d'établir des relations nouvelles entre la Corée et les États-Unis, à installer le système de paix. Ce sont les sujets importants. Alors, les volontés se sont exprimées, les deux parties ont bien compris l'un et l'autre. Donc, notre dirigeant avait dit que, compte tenu de l'évolution, de l'amélioration et compte tenu des mesures qui seraient prises par les États-Unis pour la sécurité de notre part, nous allons montrer notre bonne volonté. C'est important. Mais jusqu'à présent, nous avons déjà exprimé notre bonne volonté. C'est la suspension des tests ICBM, la démolition de sites de tests nucléaires à Punggye, auxquels nous avons invité des journalistes et aussi des autorités. Et puis, il y a aussi d'autres événements qui se sont prévus, mais je ne peux pas vous révéler tout ça parce que ce sont notre haut niveau va décider, va prendre des mesures, mais pour lesquelles les deux parties travaillent ensemble. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous dire également une minute? Le 31 mai, le camarade Kim Jong-un a rencontré M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Et lors de cette rencontre, il avait dit que nous sommes dans une situation nouvelle et nous sommes... il est conseillé de traiter la dénucléarisation et des relations Nord-Sud et conformément à la nouvelle époque, à la nouvelle situation, à la nouvelle méthode, avec d'autres méthodologies qui pourraient être satisfaites par les deux côtés, mais par voie, étape par étape, et par moyen de dialogue efficace et constructif. Alors, ces idées ont été aussi au centre au sommet entre nous et les États-Unis. Donc, les deux parties ont déjà bien déterminé. On est sur la bonne voie, mais on va continuer à concrétiser tous les calendriers, la méthodologie et tout ça. Bon, on va attendre un peu plus. Voilà, j'ai bien compris que je n'aurai pas de réponse à mes questions précises, de façon précise. Non, mais on est bien conscient des efforts qui sont entrepris et que les choses vont prendre du temps. Mais bon, là, par exemple, savoir si vous allez signer le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, vous ne répondez pas, par exemple, à cette question. Le 20 avril de cette année, il y avait eu la réunion plénière du comité central du Parti du travail de Corée, auquel on a touché les sujets importants. On a réaffirmé solennellement l'accomplissement des forces armées de l'État. Et avec cette nouvelle position, le parti a déjà défini certains points importants, comme la cessation de ICBM et le démantèlement de sites de tests nucléaires qui n'ont pas besoin pour nous actuellement, à l'étape où nous avons déjà accompli ce système d'armement. Donc, nous avons dit également que le démantèlement de sites nucléaires est un processus de désarmement nucléaire. Et nous avons aussi exprimé notre volonté
à continuer à nous conjuguer nos efforts dans les efforts internationaux pour le démantèlement des armes atomiques. Très bien. Ce sera votre réponse dans ce cas-là. J'ai bien noté. On va passer donc à la deuxième partie, si vous le voulez bien, pour traiter un peu de la situation économique et de la population de votre pays. Et je vais laisser tout d'abord la parole à ma collègue Elisabeth Lamure et ensuite à mon collègue Jean-Pierre Vial. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué général, votre Président a récemment expliqué qu'il souhaitait privilégier le développement économique de la République populaire démocratique de Corée. Depuis quelques années, on note en effet une bonne amélioration, je crois, de la situation économique de votre pays, malgré l'apparition d'une certaine forme d'inégalité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles seront les priorités de politique économique de la RPDC pour les prochaines années, et plus particulièrement en ce qui concerne la campagne ou les campagnes et la province? Je vous remercie. Oui, dans le prolongement de l'action des situations économiques, il y a un volet qui peut paraître éloigné, mais qui lui est assez proche, c'est bien évidemment les relations et qui dépendent directement du volet humanitaire. Vous l'avez d'ailleurs évoqué très furtivement dans vos propos. 2 ONG françaises, Triangle Génération Humanitaire et Première Urgence Internationale, sont présentes dans votre pays. Aujourd'hui, leur travail est en partie impacté par les sanctions internationales et la question des financements des programmes qui limitent leur capacité d'action, mais aussi par les limites d'accès au terrain. Pour renforcer l'aide aux populations vulnérables, comment garantir donc un meilleur accès des ONG? C'est ma première question. La deuxième question, toujours concernant la situation de la population, en 2014, la République populaire démocratique de Corée a admis via son représentant aux Nations Unies qu'il existait un réseau de camps de travail en République populaire. La question des droits de l'homme est un sujet important. Ma question est donc pourquoi la Corée du Nord s'oppose-t-elle aujourd'hui à des visites de ces installations par des observateurs étrangers, dont ceux du Comité des droits de l'homme de l'ONU? Il y a d'autres questions? Merci. Madame la sénatrice a posé une question sur l'orientation du développement économique et l'état actuel. Et grosso modo, la situation de mon pays est bien. Nous sommes bien sur le plan politique. Nous sommes en stabilisation. Ce n'est pas comme certains médias en parlent. Et actuellement, notre parti, notre gouvernement met l'accent sur le développement économique. Développement économique, l'amélioration du niveau de vie du peuple, ce sont les politiques invariables et continuelles de notre gouvernement, quelles que soient les difficultés qui se posent devant notre voie. Et le 20 avril de cette année, lors de réunions plénières du Parti du travail de Corée, nous avons adopté une grande résolution à consacrer toutes les potentialités humaines et matérielles au renforcement de l'économie. Nous l'appelons la stratégie nouvelle. Et nous sommes actuellement à l'étape de réalisation de quinquennat de l'économie, ce qui va être terminé à l'année prochaine. Le but principal, c'est de rehausser la capacité de l'économie et par rapport aux meilleures années précédentes.
et puis consolider des bases importantes pour développer l'économie vers une orientation plus élevée. L'état de l'économie actuelle de notre pays sont en progression. Ce n'est pas une progression rapide, mais la progression est au niveau de 3 et 5%, mais même les médias occidentaux en parlent. Et ces dernières années, nous avons construit beaucoup des installations qui sont liées à l'amélioration de la vie du peuple. Alors, nous avons également construit des usines, nous avons construit beaucoup des immeubles, des appartements pour les scientifiques, pour les professeurs des universités et pour les citoyens du pays. Et puis, la politique de développement économique de notre gouvernement, c'est toujours... ça dépend du système de direction de l'État. Dans notre pays, il y a des systèmes de possession de l'État, de la société et privée. L'économie du pays se sont concentrés beaucoup à des grandes usines qui sont sous la direction de l'État. Il y a aussi les domaines agricoles sont encore sous forme de coopératives. Il y a deux formes. La production industrielle est augmentée. Et puis l'année dernière, la production agricole aussi a atteint le niveau 3 400 000 tonnes à peu près. L'État a pris des mesures également pour améliorer la gestion industrielle et agricole. On a donné beaucoup d'autonomie à l'industrie et à la campagne également, à la gestion des fermes agricoles. Et puis, monsieur le sénateur avait posé la question sur les activités d'ONG français. Et dans le marge de suffisance de l'État vis-à-vis de nos populations, il y a aussi d'autres marges comme les deux ONG travaillent en Corée. Alors, ce sont les moyens subventionnels et complémentaires pour accéder des conditions favorables à notre population. Alors, nous avons besoin des expériences pour que chacun travaille avec des nouvelles méthodes, des nouvelles manières. Donc, cette année, Premier Secours et Triangle avaient organisé 2 stages en France. Le premier, c'était l'élevage. Le deuxième, c'était la pisciculture. Mais dans les campagnes, les paysans travaillent non pas seulement à la culture de nourriture, il faut aussi l'élevage et la pisciculture. Il faut le développement polyvalent de la campagne. Dans ce sens, les deux ONG contribuent énormément pour l'amélioration de la vie de notre peuple. Et j'apprécie également les techniciens français et les autorités françaises. Alors, le gouvernement français investit peut-être 250 000 € peut-être pour ces projets. Et puis, ils vont continuer à maintenir. Et puis, vous avez aussi la question des droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est un sujet qui n'est pas comme
dans le monde universel avec nous. Et avant, on avait parlé l'expression des hostilités des États-Unis et des autres pays qui ne sont pas bien avec notre République. Le droit de l'homme est abusé, beaucoup plus. Je vous dis franchement, la Constitution de la République a déjà déterminé, bien défini, le droit et devoir de chacun des citoyens. Et la politique de mon gouvernement est d'améliorer de jour en jour le droit des citoyens. Il y a aussi le rapport des Nations Unies, mais il faut prendre beaucoup de temps pour en expliquer. Mais je prends un exemple. Et en 1904, et à la fin des années 80, une délégation parlementaire a visité dans mon pays. Ils ont sur place demandé de visiter une prison. Donc, jusqu'à présent, mais actuellement, nous n'avons jamais autorisé. Alors, c'est une question qui pourrait être traduite comme ingérence intérieure. Mais nous avons autorisé les parlementaires français de visiter la prison. Ils ont visité, ils ont dialogué, ils ont aussi parlé avec les parlementaires, avec les autorités du ministère des Affaires étrangères. C'était un bon exemple. Donc, ce sont les Français seuls qui ont visité la prison. Et puis, on parle beaucoup, les camps de c'est quoi ça? Des prisonniers politiques. Chez nous, il n'y a pas le mot prisonnier politique, même dans votre pays, ni ailleurs. Je ne vois pas l'expression, le mot prisonnier politique. Tous les États ont les codes pénals. Quand il y a des grandes trahisons, on est puni, on va à la prison. Mais il y a quelques jours, j'ai vu un article à la Journal française. Les deux agents de l'ex-SDGA avaient été achetés par les puissances. Ils ont été traduits au tribunal. C'est toujours de même. Il y a des trahisons. Et puis la plupart des preuves qui sont inscrites dans les rapports des Nations Unies, ce sont soi-disant des preuves des défecteurs qui sont fuis de Corée du Nord. Mais ceci n'a jamais été identifié, n'a pas de fondement. Il y a aussi de mauvaises informations, même des défecteurs. Mais nous avons laissé ouvert toujours des collaborations avec les institutions des Nations Unies. J'ai travaillé avant à Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Nous avons le plein pouvoir à cette organisation. Tous les 2 ans, nous présentons le rapport aux Nations Unies. Il faut que notre dossier soit examiné par tous les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, comme la France ou les États-Unis. Ce sont les systèmes de travail pour l'amélioration des droits de l'homme dans le monde. Mais le système de rapporteur spécial vis-à-vis de RPDC, c'est quelque chose pour former un moyen de pression et politique sur mon pays. Mais je vois que parmi nous, vous êtes mieux expérimentés que moi à la vie privée et à la vie politique. Il y a trop d'exemples que ce domaine ont été abusés autrement. Mais je peux vous dire que les droits de l'homme, c'est la politique principale de notre pays. Améliorer constamment les droits de l'homme, et pour lesquels nous pouvons même
collaborer avec les institutions des Nations Unies, mais de façon correcte. Merci. Je vous remercie. Là, il y a, encore une fois, c'est un sujet compliqué sur lequel on a bien compris, bien entendu votre réponse. Mais là, sur ce sujet, la question de mon collègue était effectivement précise, puisqu'il faisait mention d'un rapport à l'ONU, et ce n'est pas quelqu'un qui était allé parler comme ça, c'était donc admis par votre représentant. Et donc, mais je pensais que c'était important d'avoir cette question, et je vous remercie en tout cas de votre réponse. La dernière partie des questions ont trait à justement tout ce qui est un peu bilatéral, et je vais commencer par laisser la parole à Michel Canévet, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Délégué général, je souhaite aborder avec vous les questions de coopération entre la France et la République populaire démocratique de Corée, en rappelant qu'un bureau français a ouvert à Pyongyang en 2011 avec des activités qui portent sur les affaires culturelles et humanitaires. Et si, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, le processus de négociation se poursuit et dans le cadre d'une meilleure intégration de la République populaire démocratique de Corée dans la communauté internationale, quelles seraient les priorités de coopération pour votre gouvernement? En particulier, il existe des programmes de coopération universitaire et culturelle entre nos deux pays. Ils sont aujourd'hui limités, mais si les choses devaient évoluer favorablement dans le futur, comment la Corée du Nord pourrait faciliter les échanges, par exemple les missions françaises sur place ou les sorties de territoire des chercheurs coréens? Quels outils concrets pour faciliter la communication et les démarches de part et d'autre? Quels secteurs privilégiés de coopération doivent être envisagés dans ce domaine scientifique? Merci, Monsieur le Délégué général. Merci, cher sénateur. La politique. Si vous le permettez, c'est une dernière série de questions, donc je vais laisser notre collègue Christophe Frassa parler, et puis voilà, comme ça vous aurez la liste des questions et vous pourrez terminer ensuite. Vous serez soumis à la rafale, Monsieur le Délégué général. Moi, j'ai une question, Monsieur le Délégué général, sur le tourisme, puisque lors d'un dernier voyage, même un blog proche de l'extrême droite, alors que je faisais une mission avec des chefs d'entreprise français, avait dit que je faisais du tourisme en Corée du Nord, donc c'est normal que je vous parle maintenant de tourisme. La Corée du Nord, actuellement, semble miser quand même sur le développement du secteur touristique. On le voit avec la construction de grands ensembles sur la péninsule de Kalma, à Wonsan, avec les monts Kumgang, ou dans le nord avec Samjiyon, et je n'oublie pas la station de ski du col de Massik. Cependant, je l'ai constaté, et on en a parlé pas plus tard qu'avant que votre audition commence, les déplacements des étrangers sont quand même strictement encadrés. Ils se font de manière limitée et surtout toujours sous, j'allais dire, la bienveillante surveillance d'un guide. Pensez-vous aujourd'hui, avec les nouveaux développements qui vont s'opérer dans le pays, que, j'allais dire, on peut s'attendre à un assouplissement de ces règles et avec, j'allais dire, une plus grande facilité à se déplacer pour les touristes et les étrangers d'une manière générale à travers le pays. J'ai une deuxième question, Monsieur le Président, je peux? Ah, merci. Et cette question qui est aussi corollaire à la dernière mission que j'avais faite en Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord est engagée aussi dans, j'allais dire, je dirais même pas une réécriture, une écriture complète de son corpus législatif en matière de commerce extérieur et surtout en matière d'investissement étranger.
Et c'est vrai que l'on voit, j'avais visité il y a bientôt maintenant presque 10 ans, enfin, c'était en 2011, la zone d'économie spéciale de Kaesong. Et il y en a d'autres qui sont en voie de création. Nous en avions parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs aujourd'hui du gouvernement nord-coréen concernant la coopération économique avec l'étranger en matière, d'une manière générale? Et surtout, pensez-vous qu'il soit quand même intéressant pour votre gouvernement de bénéficier des conseils d'experts français sur ces questions, notamment tout ce qui est partenariat, tout ce qui est joint venture, puisque je sais, puisque pour les avoir rencontrés, qu'il y a une commission chargée des joint ventures et qu'il y a de nombreuses entreprises françaises qui sont intéressées et qui, aujourd'hui, malgré toutes les difficultés, sont en attente de signaux favorables pour pouvoir être des opérateurs économiques en Corée. Merci. Oui, alors ma question est également d'ordre économique, dans la mesure où la poursuite des négociations le permet. Quelle collaboration économique nous pourrions envisager entre la Corée du Nord et la France? Et dans ce cas, quels seraient les secteurs prioritaires selon votre gouvernement? Merci, mesdames, messieurs, sénatrices et sénateurs. Je voudrais présenter l'état de coopération entre les deux pays. Mais avant de parler, je suis désolé que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. Donc les conditions de bonne collaboration, coopération n'est pas favorable quand même par rapport des autres États. Et malgré cela, le gouvernement français fait des efforts importants pour développer des relations culturelles et de l'enseignement. Donc, j'apprécie d'abord Quai d'Orsay a ouvert à Pyongyang le bureau de coopération dirigé actuellement par M. Fitou. Il travaille beaucoup pour avoir des travaux en faveur de notre peuple. Et actuellement, tous les ans, il y a les stagiaires de la langue française des étudiants coréens qui viennent en France pendant une quarantaine de jours. Bon, il suit des cours françaises et il le perfectionne, il pratique. C'est une bonne occasion pour nos étudiants à maîtriser la langue française et à travers lesquelles on s'approche, on assimile la culture française. Ce sont les conditions de bonne trait d'union entre les deux cultures. Et je veux que ça continue tous les jours. Et cette année, Quai d'Orsay va organiser 2 cycles de stage de la langue française au mois d'août et au mois de septembre. On a augmenté un cycle de stage. Il y a quelques jours, j'ai rencontré monsieur le directeur des affaires asiatiques, monsieur Matou. Alors, il a aussi parlé, on va continuer à renforcer ces rapports. Il y a aussi des échanges entre des professeurs. Les professeurs de l'Université Lorraine, ils ont des sujets d'études communs dans le domaine mathématique. Il y a aussi, je présente le professeur Théo, Clément Théo, qui a voyagé plusieurs fois en Corée dans son domaine économique et financier. Alors j'apprécie beaucoup, il va continuer. Il y a aussi la coopération dans le domaine archéologique. Et
de chercheur Madame Chavanol à l'École nationale d'Extrême-Orient et travaille à Guessant, à la fouille, à la recherche, à l'expertise des objets trouvés à la site Guessant, ancienne capitale de Goryeo. Ça continue également. Et en dehors de ces collaborations, soit par les deux États, soit par des institutions non-État, il y a des artistes français qui vont tous les ans au festival artistique et au festival cinématographique. J'ai une idée à développer ces relations beaucoup plus dans plusieurs secteurs, sur le plan sportif et aussi acrobatique et d'autres secteurs à se coopérer. Alors, le sénateur Frassa a fait beaucoup d'efforts pour réaliser avec l'ancien président du groupe d'études, M. Frécon, pour organiser les matchs de football. Et en France, on n'a pas pu aboutir à un résultat, mais c'était très bien. Alors, j'ai vu une nouvelle au mois d'août. Il y a le championnat féminin moins de 20 ans en France, auquel notre équipe féminine est sélectionnée. Elles seront ici. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour avoir des idées, comment on peut coopérer dans le domaine du football. On va continuer. Et compte tenu de l'amélioration de la situation dans notre pays, il y a beaucoup de Français qui nous demandent d'aller voir en Corée, et surtout en tourisme, et aussi d'aller faire leur travail. Mais je pense que nous devrions les favoriser pour continuer à développer davantage des relations de coopération dans des domaines culturels et sportifs, et pour lesquels je ferai tous mes efforts avec les appuis des sénateurs et sénatrices. Et puis, la question de tourisme. Alors, le tourisme est un moyen de communication culturelle entre les peuples. Et notre État les favorise. Nous sommes en train de construire une zone tourisme à la région de l'Est, sud-est du pays. Il y a la ville portuaire Wonsan, avec les stations balnéaires. Et à l'intérieur, il y a la station de ski qui s'appelle Masignon. Alors, ces deux régions ont été combinées pour être une nouvelle ville touristique. Et donc, il y a quelques jours, j'ai vu une télé coréenne. J'ai remarqué que la mode de construction des immeubles sont comme grande mode de votre pays. Il y a de toutes sortes de différents aspects des immeubles, des infrastructures. Puis l'année passée, il y avait certains spécialistes d'architecture qui étaient venus pour voir comment est les villes touristiques de la mer. Donc j'ai conseillé, non pas seulement à Nice, Marseille, il faut aussi aller voir la Grande Motte. Ils l'ont vu. Et vous avez aussi Mon collègue pourrait vous parler du Finistère aussi. Hein. C'est un autre style. Ah oui, mais malheureusement, on n'a pas pu voir les côtés de l'Ouest. Et puis, lors du tourisme, vous avez parlé de guides. Certains disent que c'est pour surveiller les étrangers, mais ce n'est pas de quoi surveiller. Vous savez,
il y a des modes sophistiqués qu'il faut surveiller, mais ce n'est pas la peine d'aller et d'accompagner les tourismes qui sont aimables à notre pays. Ils ont besoin de facilité. Il faut aussi besoin d'interprétation. Mais pour cette raison, on met des personnels. Même en France ou ailleurs, quand il y a les troupes touristiques, il y a le guide, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour surveiller. Mais il faut y avoir aussi la manière de travailler. Alors peut-être certains qui ne sont pas encore aptes à s'améliorer et à s'adapter avec l'autre culture. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il a posé la question, mais je pense. Et puis, vous avez aussi parlé de l'accès libre des étrangers dans mon pays. Notre pays est dans une situation très spécifique. Mais personne ne peut pas aller n'importe où, même chez vous ou ailleurs. Il y a des régions qu'on ne peut pas faire accès. Chez nous, il y en a beaucoup. Il y a la situation militaire, mais nous avons des bases militaires, on ne peut pas aller. On peut le comprendre, n'est-ce pas? Mais nous avons ouvert les villes, les sites touristiques où on peut accéder des étrangers. L'accès n'est pas interdit chez nous. Mais pour éviter les malentendus des étrangers qui sont venus dans mon pays, qui ne savent pas où se trouvent des bases militaires, où se trouvent des sites interdits à faire accès, et on demande toujours de nous demander, de nous proposer les envies d'aller voir. Et puis on organise. Même dans le tourisme, il y a toujours des circuits à visiter, n'est-ce pas? Il y a un peu de différence entre des compréhensions qu'en Corée est interdit et d'accéder n'importe où. Et à propos des questions économiques, nous sommes ouverts à l'investissement, à la collaboration économique avec tous les autres pays qui nous traitent amicalement. Et nous avons toutes les lois et des règlements intérieurs. Nous avons fait le choix de 14 sites jaunes pour le développement économique. Alors, ce sont en exploitation actuellement. Et quand je parle de la possibilité de coopération, il y a les sanctions des Nations Unies. Je comprends, mais les sanctions ne touchent pas tous les secteurs. Il y a des sujets, des domaines qui ne sont pas au sujet des sanctions. Pour le moment, on peut travailler, on peut collaborer dans ces domaines. Il y a des Français qui sont installés en Chine, qui vont souvent en Corée pour voir la possibilité, pour prospecter à la future relation économique. Alors, il y a certains qui ouvrent un petit restaurant, du pain, mais on commence comme ça, petit à petit. Et je voudrais parler de l'avenir de possibilités des échanges commerciaux et investissements entre nos deux pays. Et la déclaration de Panmunjom a bien défini. On va améliorer des relations nord-sud. On va appliquer à la lettre des accords déjà signés entre le nord et le sud.
la déclaration 15 juin et la déclaration 4 octobre, mais ce sont les accords signés et avec l'ancien président Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun. Ces deux textes comprennent beaucoup de sujets de coopération économique entre le Nord et le Sud. À l'issue, nous avons ouvert la zone de développement de caissons industriels. Et puis, dans la déclaration de Panmunjom, on a bien défini, on va premièrement relancer la liaison des chemins de fer et routières du côté de l'Est et de l'Ouest. Ça peut être les sujets intéressants pour les partenaires français. J'ai appris par l'information étrangère que le mois dernier, il y a eu une conférence des organisations de coopération des chemins de fer qui comprend 28 États membres. Et ce sont les États qui gèrent les chemins de fer. Donc, avec l'approbation de notre pays, la Corée du Sud est devenue le membre de cette organisation. Donc, j'ai parlé avec plusieurs personnes. J'ai même parlé à monsieur Matou, le directeur de l'Asie. Nous avons la possibilité, la potentialité de faire la coopération dans ce domaine. J'ai écouté l'intervention un jour de M. Pépi, le PDG de SNCF. Ils travaillent beaucoup en Chine. Ils veulent travailler en Asie sud-est asiatique. Et ils travaillent aussi avec la Corée du Sud dans la gestion des chemins de fer. Mais vous avez aussi Alstom qui travaille en Chine. On a 5 grandes usines pour la fabrication des rames. Et en Corée du Sud, mais on produit ces tramways, KTX1, KTX2. Mais ce sont avec le licenciement de Alstom. Ces domaines peuvent être un sujet important pour la bonne coopération. Donc, je vous prie, je vous sollicite aussi, et votre assistance, mais Monsieur le Président et Madame, vous êtes les membres de la Commission économique. Il y a aussi le domaine de magnésium. La société française Roulier domine ce secteur dans le monde. Mais vous importez de l'Espagne ces magnésites. Donc, les magnésites de mon pays est bien qualifié que d'autres pays. Donc, on peut travailler, et nous avons aussi des grandes fours de 120 mètres, comme à l'Espagne. On peut transformer, et puis on peut aussi transformer deuxième, troisième produits en provenance de ces matières premières. Donc, tous ces sujets à discuter à l'avenir avec l'amélioration des relations entre nos deux pays. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le délégué. Nous sommes arrivés au terme donc, de cet entretien et donc au nom de notre délégation, je vous remercie encore une fois d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Écoutez, pour notre part, nous ne pouvons que vous engager à poursuivre le mouvement, cette démarche qui va justement vers la paix. Nous formons le vœu que, effectivement, se concrétise sur la péninsule entre le nord et le sud cette paix pour la fin de l'année peut-être, ça serait historique, tout le monde s'en réjouirait. En attendant, nous serons certainement ravis de poursuivre ce contact et de regarder vos progrès s'accomplir. Merci à vous, Monsieur le délégué. Je voudrais ajouter un mot dernièrement. Excusez-moi
de mon français qui n'est pas bonne pour la bonne compréhension. Et puis les sujets que nous avons abordés, c'est trop immense. On ne peut pas donner à un moment des éclaircissements de vos idées. Donc nous pouvons continuer à prendre des contacts par la communication fréquente. Je vais aussi organiser de pareilles réunions, si possible. Et d'autre part, j'ai pensé qu'il nous manque toujours la communication régulière. Il y a des situations spécifiées. Il faut échanger des points de vue. Si on continue de cette manière, on ne peut pas rater l'occasion. On peut toujours continuer avec des idées, des compréhensions normales pour la prochaine événement. Dans ce sens, je voudrais vous transmettre l'invitation du groupe d'études conduite par vous, M. Cadic, à visiter la RPDC. Donc, la délégation parlementaire de mon pays veut toujours venir en France pour échanger des points de vue, pour que les deux peuples soient bien éclaircis par des activités des députés qu'ils ont élus. Donc, la délégation générale, c'est une mission diplomatique. Nous avons très limité dans nos compétences. Les députés, ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, je vous prie de continuer à échanger des points de vue par les échanges des délégations pour lesquels je ferai tous nos efforts. Merci, Monsieur le Président. Merci, sénateurs et sénatrices. Merci, Monsieur le délégué, pour votre invitation qui vient d'enregistrer. Nous vous remercions et encore merci pour m'avoir aidé dans ce travail. Merci à mes collègues.